Alors, j'ai le plaisir de laisser la parole à Jacques Fontany. Je ne vais pas le présenter parce que la liste des sénalités est tellement longue que ça va trop... Je vais prendre une partie de la séance pour énoncer, mais je rappelle qu'il a été déjà le président de l'Université de Limoges, entre les nombreuses tâches qu'il a remplies, mais surtout, il est un animateur culturel sémiotique. Il met à l'intérieur de cette réflexion toujours une partie qui est en même temps profonde et passionnelle. Les derniers travaux de Jacques sont dirigés vers la sémiotique de la culture et ce rapport entre sémiotique et le monde de l'analyse anthropologique. Merci de cette présentation, merci de cette invitation. Vive la Fédération Romane de Sémiotique, vive Médiation Sémiotique. Merci à tous d'être là. Et je ne sais pas si je peux parler de travail en cours ou de work in progress. Je vais plutôt parler de rumination. Je suis en train, depuis 2 ans, de ruminer des questions anthropologiques. Donc, je suis un bovin qui est en train de faire un travail de digestion, d'ingestion, et puis de temps en temps qui propose quelques éléments, quelques morceaux comme ça, et puis qui recommence la rumination. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la relation entre sémiotique et anthropologie? D'abord parce que la relation entre sémiotique et anthropologie est un des piliers fondateurs de la sémiotique proposée par Habermas et quelques autres, et d'une manière générale par la sémiotique européenne, étant donné que les 3 pieds étaient la linguistique, théorie du langage, la phénoménologie et l'anthropologie. Pendant que j'introduis, on vous distribue la reproduction des citations, ce qui me fera gagner du temps, mais du temps de les lire, et puis la reproduction des schémas au fur et à mesure où ils arrivent. Et je me suis aperçu que j'avais été négligent, parce que comme je donne la référence précise de chaque citation, j'aurais dû donner la référence bibliographique, mais vous l'aurez bien entendu dans une version ultérieure. Et donc, je reviens à ma phrase précédente. Ces 3 piliers, la linguistique, la phénoménologie et l'anthropologie, ont fait, sinon des progrès, du moins ont fait opérer quelques changements depuis l'époque où Grémas les avait lus. On n'est plus à l'époque de l'anthropologie de Lévi-Strauss, on n'est plus à l'époque de la phénoménologie de Merleau-Ponty, on n'est plus à l'époque de la linguistique de Saussure et de Yamchef. Alors, je ne vais pas m'occuper de la linguistique, je ne vais pas m'occuper de la phénoménologie, j'essaye de ruminer un peu l'anthropologie. Et en essayant de répondre à la question, finalement, comment, sous quelles conditions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la sémiotique d'aujourd'hui puisse s'inspirer de l'anthropologie d'aujourd'hui? Par quelle voie faudrait-il passer? Quelles conditions faudrait-il remplir? Et donc, petit à petit, j'avance cette question. Mais je n'avance pas tout seul, parce qu'en fait, cette rumination a commencé par la nécessité de traiter le sujet qu'on s'était donné au séminaire de sémiotique de Paris, celui que j'anime avec Yvan Darro, Denis Bertrand et Jean-François Bordron, et qui porte depuis 2 ans sur la transmission. Alors certes, il y a des gens qui s'occupent de communication et qui peuvent assez facilement, à tort, à mon avis, se passer de l'anthropologie, mais en revanche, quand on s'occupe de la transmission, alors là, on ne peut plus du tout se passer de rapport à l'anthropologie. On est obligé de se poser les questions, évidemment, de tous ceux qui ont déjà traité de la question de la transmission en anthropologie, mais aussi de se poser la question de la dimension anthropologique des problèmes sémiotiques qu'on va avoir à élaborer. Et puis, phénomène de convergence que je ne saurais expliquer, mais qui s'expliquera peut-être un jour. Parallèlement, à Limoges, dans l'équipe du Centre de recherche sémiotique, il y a plusieurs amis, dont Florian qui est ici, mais aussi Nicolas, et puis Aurore et Bertrand, qui travaillent sur des sujets qui ont quelque chose à voir avec des problèmes anthropologiques, et parfois même ont travaillé
sur, par exemple, l'anthropologie de Bruno Latour. Alors, voilà, une sorte de convergence qui nous interroge. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que la sémiotique puisse, non pas s'emparer, mais en tout cas se nourrir ou commencer à dialoguer sérieusement avec l'anthropologie contemporaine. Je vais passer sur deux choses que j'ai inscrites, mais qui me paraissent superfétatoires par rapport à ce à quoi je veux arriver. Ce à quoi je vais arriver tout de suite, c'est sur la question des conditions épistémologiques et des conditions, sinon préalables, du moins les conditions que doit remplir une sémiotique pour pouvoir dialoguer avec l'anthropologie d'aujourd'hui. La première touche à ce que l'anthropologie d'aujourd'hui remet en question par rapport à l'anthropologie structurale de l'époque de Lévi-Strauss. À l'époque de Lévi-Strauss, l'anthropologie structurale cherchait quelque chose comme des universaux, des formules transversales, suffisamment transversales pour être utilisées comme des universaux, qui fonctionnaient de manière non consciente dans les collectifs humains, mais qui, même je crois que Lévi-Strauss l'a écrit plus ou moins explicitement à plusieurs endroits, avait quelque chose à voir avec ce qu'on pourrait, avec trois paires de guillemets, appeler une sorte de nature humaine. Donc un caractère certes sensible à la différence culturelle, mais sur le fond d'une recherche qui cherchait des formules, des structures, des principes de transformation qui, eux, devaient être universels. Eh bien, et bien sûr, la sémiotique a dialogué avec cette anthropologie-là dans le même esprit. Aujourd'hui, l'anthropologie, et notamment l'anthropologie de la nature, pose le principe de la diversité, d'une diversité des collectifs humains, d'une diversité qui est de principe. Et donc, par exemple, l'anthropologie de la nature propose de distinguer 4 modes d'identification des collectifs, mais de les distinguer préalablement, pas après avoir construit quelque chose de transversal, d'universel, de les construire comme le premier pas de la compréhension de ce qu'est l'anthropos. Il y en a 4 au moins. Et il y en a peut-être plus. Mais en tout cas, il y en a déjà une pluralité. Et ce n'est qu'une fois que ceci est posé, qu'à l'intérieur d'un des 4 types, ou plus, enfin, peu importe, enfin de ces types pluriels, que l'on peut se demander à quel type de socialité, à quel type de cosmologie, à quel type de subjectivité, à quel type d'épistémologie, à quel type de figuration visuelle, à quel type de catégorisation, etc., on a affaire. Donc, Philippe Descola, par exemple, qui est un des représentants les plus éminents de ce courant-là, précise que c'est chaque mode d'identification, séparément, qui détermine, dans le cadre de ce mode d'identification, ce que sont même chacun des types d'existants. Qu'est-ce que c'est qu'un humain? Qu'est-ce que c'est qu'un non-humain? Qu'est-ce que c'est qu'un vivant, un non-vivant, un animal, une machine, etc. Et non l'inverse. Autrement dit, on est dans un dialogue avec l'anthropologie qui fait le pari de placer la multiplicité et la complexité au plus haut niveau de généralisation et d'explication, au lieu de les cantonner, comme dans la tradition du XXe siècle, en quelque sorte, celle où la sémiotique s'est formée, au bout de la chaîne démonstrative, au domaine des réalisations particulières, spécifiques, locales, de modèles qui, eux, devraient être complètement généraux et, si possible, universaux. De ce point de vue, il y a des solutions sémiotiques qui sont compatibles. Par exemple, c'est aussi le choix, et Zilberberg l'a répété plus encore que moi et plus fermement encore que moi, le choix de la sémiotique tensive, ou plutôt de ce que lui appelle l'hypothèse tensive. L'hypothèse tensive repose sur le principe de on commence par la complexité et la diversité. Bien. C'est aussi, je voudrais le rappeler, le point de départ de François Rastier. J'y reviendrai à l'occasion tout à l'heure, mais quand François Rastier définit le cadre de la sémiotique de la culture à laquelle il pense, il propose même, lui, de faire une épistémologie de la diversité. Alors,
ce qu'il appelle l'épistémologie de la diversité ne diffère pas beaucoup de ceux qui font de la diversité un principe général sans prétendre que c'est de l'épistémologie. Ça revient à peu près au même, mais je pense qu'on voit bien quelle est la tendance actuelle de tous ceux qui, dans l'actualité de la recherche, essayent d'articuler du sémantique et d'anthropologique, de la sémiotique et de l'anthropologie. Bruno Latour, de son côté, dans son enquête sur les modes d'existence, pose le principe de la pluralité comme premier. Et à l'intérieur du principe premier de la pluralité, il faut trouver bien sûr un principe premier de typologie pour que cette pluralité soit remplie avec des cases, et c'est à l'intérieur de chacune des cases qu'ensuite on va trouver des principes, des règles, etc. Donc il y a une pluralité de modes d'existence, et pas une existence avec des principes transversaux qu'ensuite on divise, mais il y a des existences dont il faut tout de suite dire quelle est la typologie, et ensuite on va trouver d'autres paramètres que d'habitude on place au-dessus dans la tradition. Et donc les paramètres chez Bruno Latour, ce sont pour chaque mode d'existence des conditions d'énonciation, des fonctionnements sémiotiques, des fonctionnements syntagmatiques. Et là vient un autre problème, ça c'est le premier. Vient un autre problème qui est que l'anthropologie contemporaine se situe dans une perspective ontologique. Ce qui n'était pas le cas de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss. En tout cas, de l'anthropologie structurale telle que la Vulgate l'a effectivement récupérée. Mais il y avait chez Lévi-Strauss aussi une dimension ontologique. La question de l'ontologie est taboue en sémiotique. Elle est taboue parce que on raisonne comme si l'ontologie précédait la sémiose. Et c'est toute la problématique de est-ce que la sémiose a choisi un bon référent dans l'ontologie, parce que l'ontologie précède. Or, ce dont parle aujourd'hui l'anthropologie contemporaine, ce n'est pas d'une ontologie qui précède les collectifs, puisque le premier pour l'anthropologie, c'est la typologie des collectifs. C'est la structure typologique des collectifs. Ce n'est pas l'ontologie. En revanche, la structure typologique des collectifs permet à chaque collectif d'avoir un certain nombre de règles de fonctionnement qui produisent des ontologies, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qui instaurent des modes d'existence, littéralement, dans lesquels ils peuvent pratiquer, dans lesquels ils peuvent produire du symbolique, produire de la sémiose, etc. C'est aussi le cas chez Bruno Latour, c'est-à-dire que les modes d'existence résultent d'une typologie, et à l'intérieur de ces modes d'existence, il y a un certain nombre de propriétés qui leur permettent d'instaurer, de faire persister, c'est-à-dire de créer des existences. Ce mode de raisonnement qui consiste à saisir l'existence non pas comme l'être qui précède, dont on se détache, etc., mais comme les existences que l'on projette et que l'on instaure dans leur diversité à partir des modes de fonctionnement collectif, ça change complètement la dimension du problème ontologique, puisque l'ontologie, c'est la sémiose que l'on produit. Ce n'est pas le référent, l'être qui précéderait et à partir duquel on produirait des sémioses. Je voudrais vous faire remarquer que quand on regarde attentivement ce que les fondateurs des Cultural Studies anglais ont fait de la question dans les années 50-60 du siècle précédent, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui y ressemble beaucoup. Le problème des Cultural Studies, au point de départ, c'était de s'arracher au déterminisme marxiste dans les années 50-60. C'était des mouvements émancipateurs, de gauche, etc., mais qui, comme ils s'occupaient de culture, ne pouvaient pas rester dans le cadre d'un déterminisme marxiste, selon lesquels c'est les infrastructures qui disent comment les superstructures sont faites et du coup comment la culture est faite. Une fois qu'on est arrivé dans la culture,
on ne peut plus bouger le petit doigt, parce que la détermination est massive venant des infrastructures économiques et sociales. Et donc les cultural studies anglaises, qui sont à l'origine des mouvements internationaux des cultural studies, avaient inventé le concept d'agence. L'agence, qu'est-ce que c'est que l'agence? Eh bien, c'est la propriété des productions culturelles de susciter des ontologies sociales. L'agence, c'est exactement dans ce sens-là, c'est une capacité d'instauration. Et du coup, ça leur permettait de faire des cultural studies un instrument d'intervention sur le réel. Puisque dans une perspective strictement marxiste, la culture ne peut pas intervenir sur le réel, elle est complètement déterminée par la base économique. Donc je ferme la parenthèse, mais ce n'est pas une invention récente, c'est un grand mouvement qui est en train de se développer depuis un certain nombre de décades et qui est en train d'aboutir, notamment en anthropologie, dans cette perspective. Et si la sémiotique veut s'intéresser au dialogue avec l'anthropologie, il faut qu'elle soit capable de dialoguer aussi de ce point de vue-là. Alors, je voudrais revenir à un petit point d'histoire du côté de chez Greimas. Chez Greimas, on trouve dans le dictionnaire, et vous l'avez en citation dans les handouts que je t'ai distribué, excusez-moi l'expression anglaise, mais je n'ai pas le mot français sous la langue. Il y a dans le dictionnaire de sémiotique une affirmation qui exclut d'emblée la question des jugements ontologiques. Le texte dit « La sémiotique ne saurait se permettre de porter des jugements ontologiques sur la nature des objets qu'elle analyse. » Et qui ajoute « Il n'empêche que ces objets sont présents d'une certaine manière pour le chercheur, et que celui-ci, etc. etc. » Donc, dans le dictionnaire, ontologie, horreur. Mais enfin, il y a quand même de la présence. Enfin, quelque chose qui existe, à savoir les objets que l'on analyse, et qui, en tant qu'existant, manifeste une certaine présence. Et d'ailleurs, dans le même dictionnaire, page 138, c'est la deuxième partie de la citation, on voit apparaître « La théorie sémiotique se pose le problème de la présence, c'est-à-dire de la réalité des objets connaissables. » Bon. Alors, il y a l'ébauche d'un compromis. Je n'insiste pas trop sur cette question, parce que très vite, et c'est d'ailleurs dans le dictionnaire lui-même, cette question de la présence et de l'existence sera une déclinaison des modalités dites existentielles, c'est-à-dire le virtuel, l'actuel, le potentiel et le réel. Mais il y a une autre... c'est plus tardif, mais je vous montrerai rapidement que c'est pas si tardif que ça dans le parcours de Greimas. Il y a une autre tentative pour reposer le problème autrement, c'est dans de l'imperfection. Donc il faut lire de l'imperfection, non pas comme une série de jolis petits commentaires littéraires, comme trop souvent ça a été le cas, mais comme une tentative pour reprendre le problème à nouveau frais et d'un autre point de vue, c'est la question de l'existence. Et si vous vous rappelez l'essentiel de ce qui se passe dans presque tous les exemples de l'imperfection et dans les introductions, il essaie de saisir dans la situation perceptive proposée par un texte, suscitée par un texte, le basculement entre quoi et quoi? Entre deux modes d'existence. Entre deux modes d'existence, ou il dit entre deux mondes, parfois. Donc il y a celui qui est immédiatement saisissable, et puis il y en a un autre qui apparaît, qui émerge, et le vecteur de cette transformation, c'est ce qu'il appelle l'esthésie. Donc en fait, voilà, par exemple, j'ai cité vouloir dire l'indicible, peindre l'invisible, preuve que la chose unique est advenue, qu'autre chose est peut-être possible, nostalgies et attentes nourrissent l'imaginaire, etc., etc. Donc il y a tout un commentaire à la fin en particulier sur cette cohabitation des mondes, des modes d'existence qui peuvent basculer grâce à des expériences spécifiques qu'il appelle des esthésies. Donc l'enquête esthésique de Greimas dans de l'imperfection cherche ce qu'il appelle dans de l'imperfection les déviations du sens. C'est lui qui utilise cette expression, les déviations du sens. C'est-à-dire des déviations dont nous faisons l'expérience
que ce soit dans le monde sensible, naturel, ou que ce soit à travers des formes symboliques comme des textes littéraires. Et c'est dans ces déviations du sens qu'apparaissent, comme tout à l'heure dans l'ironie, en quelque sorte, d'autres mondes qui se confrontent et entre lesquels il faut, là cette fois-ci pas ironiquement, mais existentiellement, en quelque sorte, peser le poids de présence respectif. Ces entités qu'il appelle imaginaires, c'est exactement ces mondes alternatifs. Alors, notez d'abord que si on suit de la perfection, il n'y a pas une existence, mais il y a des existences. D'accord? Alors bien sûr, dans l'imperfection, il parle encore de l'être, avec un grand E même. À mon avis, il n'aurait pas dû, mais bon, il en parle encore, l'être. Et puis il examine comment on peut se détacher de l'être par les déviations du sens. Mais au final, quand il décrit un texte, c'est pas de l'être qui nous détache, c'est le jeu de bascule entre deux mondes, entre deux modes d'existence. Là, vous pourriez dire, ça, c'est un remords de quelqu'un qui allait bientôt ne plus pouvoir ni faire de sémiotique, ni penser, ni vivre, qui le savait, et qui a anticipé en quelque sorte sur quelque chose qui, au dernier moment, n'avait jamais pu faire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que cette alternative, elle est déjà présente dans Sémantique structurale. Il y a 2 pages dans lesquelles, à propos des acteurs et des prédicats, il examine comment les micro-univers sémantiques, alors ce qu'il appelle dans sémantique structurale les micro-univers sémantiques, sont des micro-univers organisés autour d'un prédicat et d'actant. En fait, c'est quasiment l'équivalent des scènes prédicatives de Ténière. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Bien, donc il examine ça en de nombreuses pages. Et alors, il y a un moment où, à propos des actants et des prédicats, il dit, mais finalement, on verra très vite que les actants, on dépassera cette question et que on définira tout ça à travers des modalités. Première surprise, c'est ce qui s'est passé, effectivement, 10 ou 12 ans plus tard, ou 15 ans plus tard. Et puis, deuxième surprise, quand on lit attentivement, il explique que finalement, ces modalités sont une sorte de coloration, d'altération, qui permet en quelque sorte d'impliquer chaque micro-univers sémantique à un type de mode d'existence. Et il utilise le terme. Et il y a tout un développement sur ces modes d'existence alternatifs qui peuvent, en gros, pour le même type d'histoire, être saisis sous l'angle du vouloir, sous l'angle du savoir, sous l'angle du pouvoir. Et dans de l'imperfection, c'est ce qu'il va faire, puisqu'il identifie des déhiscences touchant au vouloir, au savoir, au pouvoir, etc. Enfin, on va apparaître les modalités qui sont des modalités de l'être, mais qui ne sont pas du tout des modalités formelles. Autrement dit, dans sémantique structurale, ce qu'il appelle mode d'existence, ce n'est pas du virtuel, du potentiel, du réel, etc. C'est les colorations modales qui sont en quelque sorte projetées sur la perception que nous avons de ces micro-univers sémantiques et prédicatifs pour, en quelque sorte, les asseoir dans des modes d'existence. Donc on a déjà cette idée que la perception n'est pas la perception d'un monde préexistant, mais la perception de discontinuité et de flux qui vont permettre de faire exister des modes d'existence à travers le filtre de ces colorations modales. Un contemporain de Grémas avait parfaitement posé le problème. Étienne Souriau. Lui-même le tenait, non pas d'un contemporain, mais d'un prédécesseur, qui était William James. Étienne Souriau a bien sûr écrit les 200 000 situations dramatiques qui ont inspiré à Grémas, dans Sémantique structurale, l'analyse des fonctions, enfin la liste des forces thématiques que vous connaissez peut-être si vous vous en souvenez, au bout de laquelle il conclut, finalement tout ça peut se résumer en philie et phobie. Obsession philique ou obsession phobique. Donc il a cité, il connaissait Souriau et il a exploité les 200 000 situations dramatiques. Mais il n'a jamais cité
Et je ne sais pas s'il n'a pas exploité ou s'il ne l'avait pas lu. En tout cas, il n'a jamais cité l'autre livre de Étienne Souriau qui est Les différents modes d'existence. La position de Souriau est héritée de celle de William James. Et chez William James, je lis parce que la source, elle est là. S'il existe vraiment, vous l'avez la citation, des sentiments, enfin peut-être, je ne sais plus, alors aussi sûrement qu'il existe des relations entre les objets, il existe et même encore plus sûrement des sentiments qui connaissent ces relations. Il n'est pas de conjonction et de préposition, guère de locution adverbale, de forme syntaxique ou d'inflexion de voix dans le discours humain qui n'exprime une nuance quelconque de la relation que nous sentons exister à certains moments entre les objets les plus importants de notre pensée. Je passe le reste de la citation. C'est cette position-là qu'Étienne Souriau a repris. C'est celle de l'empirisme radical. Un empirisme radical qui pose au point de départ non pas de la substance, non pas de la matière, non pas même de l'esprit, d'esprit connaissant, mais des altérations de l'expérience qui permettent d'accéder à des relations dans l'existence. C'est-à-dire que l'empirisme radical, c'est le repérage des altérations premières, exactement ces mêmes déviations du sens que Gramsci recherchait, donc des altérations premières dans l'expérience qui correspondent à, en quelque sorte, des modes d'existence dans l'existence. Alors, de temps en temps, il s'agit d'une expérience qui s'appelle sentiment, qui s'appelle impression, qui s'appelle, enfin, elle porte plusieurs noms, ce qui veut dire qu'à ce stade-là, on ne fait absolument aucune différence entre le sensible et l'intelligible. C'est de l'expérience indivisible, de l'expérience directe des altérations du sens. Et bien sûr, ce sont des altérations, c'est d'emblée du pluriel. Cette question du pluriel, elle est déjà posée dès le départ chez William James et très clairement chez Souriau. Je résume les conséquences de l'empirisme radical tel que Souriau le pose. Il y a 5 conséquences. La première, c'est que l'existence n'est pas présupposée, elle est instaurée. C'est-à-dire, il y a des actes qui instaurent de l'existence à travers l'expérience que nous faisons des altérations relationnelles. La deuxième conséquence, c'est que cette existence instaurée, on ne devrait jamais le prononcer au singulier, ce sont des existences instaurées au pluriel. Elle est d'emblée multiple, et c'est exactement la position que j'évoquais tout à l'heure de Bruno Latour, ou même, pour répéter celle de Descola, dans ses entretiens de 2015, où on lui dit « Mais est-ce que vous rendez compte de la vision du monde de ces différents collectifs humains ?» Il dit « Non, ça n'existe pas, la vision du monde. Parce que dire la vision du monde, ça voudrait dire qu'il y a un monde, d'abord, et qu'on le voit après. » Et il y a une longue citation que j'ai reproduite, où il explique qu'en fait, non, il s'agit d'une diversité de processus de mondiation. On est d'emblée dans une diversité de processus de mondiation. Donc il existe des mondes, non pas avant, mais au bout de la chaîne d'instauration. Bien. La troisième conséquence chez Souriau, c'est le principe grammatical. Il y a, évidemment, ces altérations qu'on repère comme des relations dans l'existence, ce sont des relations qui sont le point d'origine des relations grammaticales. On peut en faire une grammaire. On peut en faire une grammaire, ce sont des... Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le problème, mais on verra qu'on a quelque chose qui est très puissant dans cette affaire. Parce que même les anthropologues parlent d'une grammaire des existants. Pas au sens, évidemment, d'une grammaire linguistique, mais ils en parlent de la même manière. Et la cinquième conséquence, la quatrième, pardon, oui, c'est qu'il y a présupposé dans tout cela un principe d'altération. Donc, chez Souriau, ça s'appelle altération. Chez Gramsci, ça s'appelle déviation du sens. Chez Latour, ça s'appelle hiatus. Il y a quelque chose qui se passe dans l'expérience qui demande soit d'être identifié comme une relation, soit d'être réparé comme une relation.
Enfin, qu'on le prenne comme on voudra, altération qui appelle une réparation en relation, ou altération qui équivaut à une relation dans l'existence, mais en tout cas c'est plutôt dans le sens, on fait l'expérience d'une altération et on produit une relation existentielle. Et puis, la cinquième, mais qui découle de la plupart de ces précédentes conséquences, c'est que l'existence ne peut pas faire l'objet d'une description systématique, puisqu'elle est d'emblée, plurielle, d'emblée, sous la dépendance des instaurations, etc. Donc il n'y a pas de systématique a priori de l'existence. Et j'ai mis le petit segment de texte de Souriau qui défend ça. Il nous faut résister vigoureusement à la tentation d'expliquer ou de déduire ces modes repérés d'existence, etc., etc. Il n'empêche qu'il y a quand même un ordre, il exagère, il y a quand même un ordre, c'est-à-dire dans les modes d'existence, il commence par définir le mode d'existence du phénomène, et puis après il définit le mode d'existence de la chose, il définit le mode d'existence de la connaissance, il définit le mode d'existence de l'esprit, mais s'il avait commencé par la définition du mode d'existence de l'esprit, il ne serait jamais arrivé au phénomène ou à la chose. Donc il dit bien que ce n'est pas systématique, mais il y a quand même un petit besoin d'ordre dans la déduction, sinon il y aura un manque d'accumulation. Bien. Je note que Rastier, dans sa démarche, cherche lui aussi à adopter ce principe de résistance à la systématicité déductive, au nom de l'épistémologie de la diversité. Et je ne cite pas le détail de son argumentation, mais je vois juste à la fin de ce que j'ai cité, poursuivant un objectif de caractérisation, une sémiotique des cultures se doit donc d'être différentielle et comparée. Une culture ne peut être comprise que d'un point de vue cosmopolitique ou interculturel, etc. Il ne propose pas évidemment de système de déduction, mais là aussi, pour lui, il y a besoin quand même des 4 grandes ruptures catégorielles, la rupture personnelle, la rupture locale, temporelle, modale, et il y a besoin aussi des 3 grands domaines que sont la zone distale, proximale et identitaire. Enfin, il y a un petit besoin quand même de catégories premières pour faire ensuite de la construction. Alors, je voudrais sur ce développement-là récapituler. Finalement, il y a un accord implicite et une complémentarité entre les différents auteurs auxquels je me réfère pour identifier ce qui est premier, à savoir la création de la diversité. Et chez William James et Souriau, il s'agit principalement d'altérations correspondant à des relations conjonctives et prépositionnelles, principalement, dont on a le sentiment, qui se trouve là à des relations motivées, une sorte de complémentarité méréologique en quelque sorte, hein, d'éléments d'expérience qui s'emboîtent les uns dans les autres. Chez Greimas, il s'agit plutôt de coloration modale de l'expérience. Vouloir, savoir, devoir, pouvoir, mais il n'y a pas que du modal. Chacune étant susceptible, comme les autres chez Souriau et James, de susciter un monde qui lui est propre, un mode d'existence. Latour lui-même rend hommage à Souriau en donnant des noms de prépositions à chacun de ces modes d'existence. Il appelle pré, P-R-E. Au début, ça surprend énormément, mais l'essentiel se trouve chez Souriau, pas chez Latour. C'est-à-dire que l'inventeur, c'est même pas Souriau, c'est James, enfin, de cette démarche-là. Donc la clé de chaque mode d'existence, c'est cette préposition. Et c'est quoi la préposition chez Latour? C'est la manière dont, dans ce mode d'existence qui s'appelle X ou Y, hein, après, on va assurer la persistance quand il y a un hiatus. Donc c'est la clé des solutions quand il y a des altérations. Quand il y a des altérations dans le monde d'existence, alors on fait appel à une pré qui est plutôt du côté du droit, plutôt du côté de la religion, plutôt du côté de la science, plutôt du côté... Enfin, ça c'est Latour. Et c'est le même principe. Et du côté de Rastier, on voit bien que il évoque les grandes ruptures, il manipule les mêmes catégories, les grandes ruptures que sont la personne, la modalité, etc. Et puis,
les catégories déictiques. Ces catégories fondamentales sont des catégories déictiques, le proximal, le distal, etc. Alors pour terminer, mais ce n'est pas une conclusion, c'est juste pour terminer, c'est-à-dire pour faire ma deuxième partie, je voudrais maintenant poser un dernier problème, toujours sur l'action, comment faire en sorte que la sémiotique puisse discuter avec l'anthropologie. Donc j'ai commencé par évoquer rapidement la question de la pluralité versus les universels transversaux et uniformes. J'ai continué par évoquer la question des ontologies, qui bien sûr sont plurielles, instaurées, etc. Et je voudrais maintenant évoquer la question de l'écart entre la définition générale des cultures et les théories et les méthodes qui permettent de rendre compte des productions sémiotiques. Et la solution au problème que je rencontre, ça va être bien sûr d'aller chercher dans l'anthropologie contemporaine des idées de solutions. Pardon, excusez-moi de la répétition. Alors, premier exemple du problème. On a beaucoup de mal, par exemple, et ce n'est pas que seulement une question de différence épistémologique, à réduire l'écart ou à trouver de la médiation possible entre, par exemple, le modèle de la sémiosphère, qui est du côté des sémiotiques de la culture au sens général, et la sémiotique narrative et discursive de Grémas. Alors, on pourrait dire, pourquoi chercher ça? Cherche ça parce que la sémiotique narrative et discursive de Grémas est une théorie et une méthode permettant de rendre compte d'un certain nombre d'objets sémiotiques bien identifiés, appartenant à la culture, et la théorie de la sémiosphère de Lotman est un modèle permettant de comprendre en gros le fonctionnement général d'une culture dans son rapport aux autres. Et entre les deux, comment on fait? Alors Lotman lui-même ne cesse d'aller et venir entre des objets culturels à l'intérieur de la sémiosphère, un poème par-ci, un roman par-là, la vie d'une princesse ailleurs, un comportement sociologique dans un autre moment. Donc il touche bien à des objets sémiotiques, mais dont il ne propose pas d'analyse systématique avec une méthode et une théorie adaptée. Ce sont juste des exemples qui nourrissent directement sa conception de la sémiosphère. Bon. Comment on fait la relation entre les deux? Même problème, je pense, chez Rastier, quoi qu'il en dise ou quoi qu'il essaye de faire pour le moment, il y a un écart considérable entre ce qu'il met dans la sémiotique des cultures et la sémantique textuelle. Alors certes, il y a la passerelle du distal, du proximal, etc. C'est une passerelle, mais c'est quand même une passerelle un peu fragile. Donc on a un vrai problème. Si on veut avoir une sémiotique capable de dialoguer avec l'anthropologie, si on a des outils sémiotiques qui sont concentrés sur des objets sémiotiques, je dirais, de taille modérée, et qu'on n'arrive pas à mettre en phase de manière continue et déductible, en tout cas explicable, justifiable, avec le fonctionnement général des cultures. Il y a un hiatus qui est problématique. Alors, ce hiatus, il est traité en anthropologie contemporaine. Il est traité parce que les anthropologues distinguent deux types de schèmes pratiques. En fait, la clé, c'est la pratique. Le lieu où les choses vont s'articuler, c'est-à-dire on va avoir une passerelle entre les grandes structures de la culture et puis l'ensemble des objets, les artefacts, si vous voulez, culturels. Entre les deux, il faut à la fois des pratiques et des formes de vie, on peut dire. Hein. Mais bon, parlons pas des formes de vie, puisque pratique et forme de vie, c'est le même domaine problématique, avec simplement une grosse différence de niveau. Mais parlons des pratiques. Les anthropologues
ne saisissent pas d'un côté les petits objets, les petits comportements, etc., et de l'autre les sociétés, ils visent directement les pratiques. Donc ils visent au milieu. Et que font-ils? Ils distinguent d'un côté des schèmes pratiques qui structurent les collectifs, donc tournés vers la totalité, et de l'autre des schèmes pratiques qui structurent les relations entre les existants, donc tournés vers les micro-relations entre membres des collectifs. Donc voilà, on a les schèmes, des schèmes pratiques, c'est-à-dire évidemment ce n'est pas la liste des pratiques, ce sont des grands schèmes pratiques, les uns tournés vers la structuration des collectifs, les autres tournés vers la structuration des relations. Et ça s'appelle schème intégrateur mode d'identification pour le premier cas, et schème intégrateur de relations pour le deuxième cas. Donc j'ai dans la suite reproduit les deux types de typologie. La première, le premier type de typologie, et mode d'identification, repose sur une distinction bien connue pour ceux qui ont lu Descola. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de vous précipiter dessus, par-delà nature et culture. Donc, Descola distingue les intériorités et les extériorités, en fait, donc le psychique et le corporel, l'interoceptif et l'extéroceptif, aurait dit Ivana s'il y a de nombreuses décades. Mais bon, intériorité, extériorité. Et ensuite, il se pose la question, donc, les collectifs humains reposent-ils sur la ressemblance de l'intériorité ou la ressemblance des corps, la ressemblance physique, ou bien repose-t-il sur la différence des uns et des autres? Donc on a une combinatoire qui apparaît chez Descola, identification des intériorités et ou des corps, différenciation des intériorités et ou des corps. Ça donne le tableau où on voit apparaître les grands écarts. Donc, d'un côté, la ressemblance des intériorités et la différence des physicalités, ça c'est le vocabulaire de Descola. Il n'a pas beaucoup de métalangage, mais il en a un petit peu quand même, c'est lui qui utilise ces expressions. La ressemblance des intériorités et la ressemblance des physicalités, donc double ressemblance. La première, c'est l'animisme, le deuxième, c'est le totémisme. Et puis ensuite, différence des intériorités, ressemblance des physicalités, ça c'est l'inverse de l'animisme, et c'est notre naturalisme à nous. Et puis enfin, la différence des intériorités, la différence des physicalités, et c'est l'analogisme. Donc une fois qu'on a ainsi qualifié, caractérisé des modes d'identification, alors après on peut décliner tous les paramètres qui vont avec chaque mode d'identification dont j'ai déjà parlé, les types de collectifs qui correspondent, les types cosmologiques qui correspondent, les types de subjectivité et de point de vue qui correspondent, les types d'épistémologie, d'origine temporelle, d'organisation d'espace, etc., etc. C'est l'ensemble de toutes ces propriétés qui constituent ce que les anthropologues appellent des modes d'identification, instaurant des ontologies collectives. Alors, petit commentaire pour passer à un schéma sémiotique. Le tableau auquel l'anthropologie aboutit est un tableau dont elle se contente et dont elle se satisfait parce qu'elle retrouve, en quelque sorte, des catégories qu'elle manipule déjà. Animisme, totémisme, naturalisme, etc. Encore que l'analogisme ne le manipule pas couramment, il a fallu beaucoup de raisonnement et de développement pour arriver à le caractériser parce qu'on ne le trouvait pas tout près dans la littérature anthropologique. Alors, cette présentation fige la typologie et, en tout cas, ne permet pas un dialogue utile avec la sémiotique. C'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de la sémiotique, c'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est si on commence à manipuler les paramètres. Et si ces paramètres étant manipulés correctement, on arrive à produire la possibilité d'autres types de positions. Quels sont les paramètres? Les paramètres sont au nombre de deux. Il y a les ressemblances corporelles et physiques, extérieures, et les ressemblances corporelles, psychiques ou intérieures, qui sont plus ou moins ressemblantes.
d'où la disposition sur deux axes de tension, permettant de calculer un premier type de relations tensives convergentes, à savoir les ressemblances psychiques et les ressemblances physiques augmentent et diminuent en même temps, de manière convergente. Ce qui nous fait aller de la position de l'analogisme, où tout est différent, donc c'est pour ça que c'est du côté des moi, jusqu'au totémisme, où tout est semblable. Et puis il y a une autre version, qui est l'évolution par une tension inverse, et non pas convergente, la tension d'inversion. C'est-à-dire que quand les ressemblances psychiques augmentent, les ressemblances physiques diminuent, et réciproquement. Donc on arrive à des ressemblances psychiques presque entières et totales, avec des différences physiques radicales dans l'animisme, et dans le naturalisme, on arrive à une ressemblance physique maximale, nous appartenons tous aux mêmes règles de la nature en tant qu'existants, la physique, la chimie, etc., et la biologie, et corrélativement une ressemblance psychique minimale, puisque dans le naturalisme, il n'y a que les humains qui ont une intériorité. Alors, bon, évidemment, tout le monde sait que toute l'éthologie animale est en train de battre en brèche cette idée-là, en étend progressivement le champ de l'intériorité à d'autres que des humains, mais le fait même qu'elle ait tellement à se battre pour le faire et qu'elle y arrive avec quelques difficultés prouve que la frontière, on ne fait que la déplacer. On ne fait que la déplacer. Parce qu'il y a des collectifs où la question du rapport à la montagne est tout aussi intéressante, du rapport d'intériorité entre le groupe humain et la montagne est tout aussi intéressante que le rapport de la montagne, enfin de l'intériorité de la montagne avec celle de l'animal et du rapport d'intériorité de l'animal avec le végétal. Donc on n'en est pas là quand même avec l'éthologie qui trouve des intériorités à quelques espèces animales. Bien. Donc ça c'est le premier type. Alors, l'avantage de la représentation sémiotique, c'est qu'elle repose uniquement sur la manipulation des deux variables de base. Elle permet de situer les positions que l'anthropologie utilise actuellement, et elle permet d'envisager la totalité des autres positions calculables à partir de la structure tensive bâtie sur des gradients. Ça, c'est un principe classique. Et par exemple, quand vous êtes sur Facebook et que vous vous demandez si vous dialoguez avec un avatar correspondant à personne, avec une personne qui a choisi un avatar, avec une machine qui fait semblant d'être une personne, avec une plateforme qui ne se prend pas d'avatar, avec une plateforme qui se prend un avatar, etc. Est-ce que vous entrez dans des relations foncièrement différentes? Est-ce que justement, on n'est pas en train d'inventer un type de collectif assez étrange où on prête les mêmes propriétés à des choses qui existent, mais qui sont des existants de statuts différents, et pourtant ont les mêmes propriétés d'interaction que des humains, et donc des propriétés d'intériorité certes minimales, mais non nulles. Deuxième cas de figure, c'est l'autre, ça c'est le versant, je structure les pratiques, et je vois comment ça construit des collectifs. Deuxième versant, je structure des pratiques et je vois comment ça structure des relations entre les existants. Donc les chaînes de relations, sont dans l'anthropologie actuelle limitées à 6, et je vais vous montrer que non seulement c'est intéressant de les prendre comme telles, mais de la même manière de travailler les paramètres sous-jacents qui permettent de construire la typologie anthropologique et d'en faire apparaître d'autres variétés. Donc, en fait, de construire un modèle sémiotique qui a une prévisibilité reposant sur des gradients et par conséquent supérieure à une typologie reposant sur des observations de l'existant. Donc, les relations sont les types de pratiques qui constituent le lien social. Première remarque, l'anthropologie contemporaine a relativisé l'échange. L'anthropologie de la fin du 19e et du début du 20e siècle, culminante avec Lévi-Strauss,
a posé l'échange comme le lien social par excellence. Alors, chez Mauss, ça s'appelait l'économie du don, mais en fait, c'était l'échange, puisque c'est don contre don, attente, retour du contre-don, etc. Pardon, don, dette, attente et retour du contre-don. C'est une structure d'échange avec compensation. Donc, et ça a été repris par Lévi-Strauss dans sa théorie générale de la communication et de l'échange, échange des biens, échange des femmes, échange des symboles, qui appelle parfois aussi communication, alternativement. L'anthropologie d'aujourd'hui considère que l'échange est un cas parmi 5 autres. Et les 5 autres sont le don, la prédation, la protection, la transmission et la production. Alors, une petite remarque sur la prédation. Ce qui est un peu étonnant, c'est que Lévi-Strauss ait été si peu sensible, lui qui a vécu au Brésil, en tant qu'anthropologue, au mouvement anthropophage de la culture brésilienne dans les années 30-40. Le mouvement anthropophage ne date pas des années 60 ou 70, il date d'avant l'arrivée de Lévi-Strauss au Brésil et de son étude sur le terrain des modes de vie de tribus qui, je crois bien, étaient anthropophages. Ou en tout cas, si ce n'était eux, c'était leurs frères. Donc, aucune sensibilité à cette question. Bon, plusieurs dizaines d'années plus tard, la prédation fait partie des schèmes centraux organisateurs des collectifs. Parce que l'anthropophagie, c'est une forme de la prédation. Bien sûr, dans les pratiques de prédation, il y a aussi la chasse, mais les modalités des schèmes de chasse chez les Inuits ou chez les peuples sibériens de l'Asie, peuples sibériens, sont des schèmes qui ressemblent beaucoup à l'anthropophagie au sens de l'Amazonie, à savoir l'appropriation de la puissance vive et positive de l'autre. Enfin, je ne reste pas dans le détail, mais la prédation n'est pas quelque chose qui est anecdotique. Hein, et bien sûr, le don, c'est son inverse. Le don non plus n'est pas anecdotique. Et Descola signale quelque part, par exemple, que le rôle ultra-dominant qu'on a accordé à l'échange n'est pas complètement étranger au fait que ça se soit passé dans une culture qui était dominée par le naturalisme. Et à l'époque du développement industriel de l'Europe et des Amériques, c'est-à-dire fin du 19e, début du 20e. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore à dire de ces schèmes de relations? Chaque collectif les utilise tous. Certains sur un mode mineur, d'autres sur un mode majeur. Certains agglomérés en quelque sorte pour former un ethos dominant, et les autres en quelque sorte sur un mode qui n'est pas caractéristique. Autrement dit, il y a des collectifs où la prédation est le mode majeur dominant organisateur, des collectifs où l'échange est le mode dominant organisateur, des collectifs où la transmission, c'est le cas notamment des collectifs de type totémique, où la transmission est le mode dominant et organisateur, mais jamais tout seul. Hein. Il y a des hiérarchies, des nuances, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit petit à petit un principe qui fait qui crée des étages explicatifs entre les productions symboliques, qui sont les objets canalisés par la sémiotique, type grammacienne ou autre, et puis les grands cadres culturels qui servent de système de conditions pour ces productions. Entre les deux, on voit apparaître un premier étage qui sont les pratiques de production en question, les pratiques sémiotiques elles-mêmes, puis des schèmes pratiques qui obéissent à un certain nombre de principes dont je viens de rappeler rapidement la liste, et puis enfin, de l'autre côté, les schèmes d'identification. Alors, dernier point de mon argumentation, je vais jusqu'au bout sur ces schèmes de relations, et ce que j'observe tout de suite,
c'est que la typologie actuelle proposée est très déséquilibrée, puisqu'elle repose sur l'idée que il y a des existants qui sont en relation que l'on peut considérer comme de même type ou de types différents. D'un côté, donc la relation va être définie par les existants sont de même type ou de types différents. Par exemple, il y a un type d'existant différent entre le producteur et le produit, de part et d'autre de la production. Ou bien il y a un statut existentiel différent entre ce qui est le transmetteur et le transmettaire, si j'ose dire, hein, puisqu'il y en a un qui est vivant, le deuxième est vivant et le premier est mort, entre générations. Enfin, voilà. Donc il y a des statuts existentiels qui sont semblables ou différents. En revanche, dans la prédation, les statuts sont équivalents. Dans le don, les statuts entre le donateur et le donataire, les statuts sont équivalents. Et dans l'échange, encore plus. Et puis deuxièmement, ajoute-t-il, deuxième caractéristique, la relation peut être réciproque ou non réciproque. Alors, ça a un inconvénient de poser ça comme ça, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que dire on va avoir des relations entre des entités qui sont semblables ou dissemblables, et dire la relation est réciproque ou pas réciproque, dans les faits, c'est dire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des relations de similitude et qui sont réciproques entre des termes équivalents, échange, prédation, don, et puis vous avez des relations qui ne sont pas de similitude, mais qui sont de simple connexion, entre des termes qui ne sont pas existentiellement équivalents, et c'est pas réciproque, la production, la protection, la transmission. Donc si les deux critères se superposent et disent la même chose, il y a un souci. Alors, le souci, ça se traduit par exemple, c'est dans le schéma vers lequel je vais aller tout de suite, se traduit dans le... Non, non, je ne l'ai pas représenté celui-là. Oui, donc ça ne se traduit pas, parce que j'ai fabriqué un autre schéma directement avec mon analyse. Donc, comment traiter ce problème? Eh bien, je crois qu'il faut distinguer deux choses, qui n'est pas clairement distinguée dans l'anthropologie. Il y a d'un côté la différence ou la ressemblance existentielle, donc le statut existentiel. La pratique de relation met-elle en relation des existants de même type ou pas? Ça, c'est une question. Et ce n'est pas la même question de se demander si la pratique est réciproque, si elle est retournable. Parce que ça, c'est une question de rôle actentiel en liaison avec le prédicat de la pratique. Ce n'est pas une question de statut existentiel. Si on distingue les deux, alors on va avoir des solutions différentes. Par exemple, dans le cas de la production, la différence actentielle entre le producteur et le produit est évidente, d'accord? C'est pas le même rôle. En revanche, on peut avoir des situations où le producteur et le produit ont le même statut existentiel. Une machine qui produit autre chose, enfin, un objet, par exemple. Ou bien un être humain qui produit un être humain, ou bien un animal qui produit un animal, etc. Enfin bon. Donc c'est étrange que ça n'ait pas été perçu, cette possibilité-là. De la même manière, la protection est considérée par des scolaires à la fois comme non réciproque et comme entre des entités de statuts différents. Là aussi, c'est étrange, puisque il est évident qu'il y a une différence actentielle entre être protecteur et protégé. Ok. Et que c'est difficile à retourner. Donc la réciprocité n'est pas acquise. Bon. En revanche, pourquoi ça entraînerait des statuts ontologiques franchement différents? Rien n'interdit que le protecteur et le protégé puissent appartenir aussi bien à la même catégorie d'existants qu'à deux catégories d'existants différents. Enfin, que faisons-nous quand nous parlons de protéger la nature? Nous instaurons une relation de protection entre deux catégories d'existants différents, à moins que, évidemment, nous soyons dans un autre mode d'existence où les éléments qu'on appelle naturels seraient équivalents
aux éléments non naturels, auquel cas ce serait du même statut existentiel. Donc voilà, de la discussion, et ça va être bientôt fini, j'extrais donc deux variables qui sont présentes dans l'anthropologie, mais qui sont superposées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière redondante, pour qu'elles ne soient plus redondantes. D'un côté, le statut existentiel, et de l'autre, le statut actentiel. Et à ce moment-là, ça donne le schéma qui est au bout du podicotier que vous avez entre les mains, à savoir l'identité des statuts ontologiques ou existentiels qui peut varier du plus faible de la symétrie vers le plus fort, la symétrie, donc la hiérarchie et la différence ou la similitude, et puis la réversibilité des rôles actentiels qui peut être du plus faible, c'est l'asymétrie, c'est-à-dire l'impossibilité de la réciprocité, vers la symétrie, c'est-à-dire la possibilité de la réciprocité. Et alors, on voit là une floraison de situations possibles différentes, mais sur la base donc d'une même définition des paramètres initiaux que dans l'anthropologie. Alors, dans l'anthropologie, notamment chez Descola, si on se fie à la définition qu'il donne, sur le schéma que j'ai fait, la totalité des pratiques et des schèmes pratiques de relations sont situés sur la corrélation inverse. Tous sur cet arc-là. Et il n'y a rien de distribué ailleurs. Et donc, moi, j'ai redistribué en me disant que, voilà, il y a deux catégories de dons, par exemple, des dons qui peuvent être réciproques et en termes de rôles actentiels, chacun donne à son tour, des prédations qui peuvent être réciproques, chacun est la proie de l'autre successivement. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de mythologies de la chasse, etc. Enfin, je n'entre pas dans le détail. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'était la méthode pour essayer de s'approprier sémiotiquement ces questions-là. Je conclus en disant que le chantier, bien entendu, est totalement encore ouvert, mais qu'on avance petit à petit dans la définition de ces conditions que la sémiotique devrait remplir pour pouvoir, en quelque sorte, profiter de ce que l'anthropologie d'aujourd'hui est devenue. À savoir un changement d'attitude à l'égard de l'ontologie, non pas un retour régressif en arrière par rapport au refus de l'ontologie préalable qu'il y avait au départ, mais plutôt par une autre conception de l'ontologie comme produite par les processus culturels et sémiotiques. L'idée que ce qu'on cherche, ce ne sont pas des universaux transversaux qui correspondraient à je ne sais quelle nature humaine idéale ou cérébrale ou biologique, mais des diversités raisonnées. Ensuite, à l'intérieur de cette diversité raisonnée, il y a des déterminations qui s'imposent à toutes les productions sémiotiques, y compris aux productions métasémiotiques. Je peux faire un commentaire tout à l'heure sur cette question. Et puis enfin, pour avoir un dialogue possible avec l'anthropologie contemporaine, il faut créer cette instance de médiation entre, en gros, l'équivalent de la sémiosphère, quelle que soit la manière dont on l'appelle, c'est-à-dire la culture comme système de conditions, ou la société, ou le collectif comme système de conditions pour les productions culturelles, et puis les objets et artefacts culturels dont nous faisons nos délices dans l'analyse sémiotique. Donc, des étages de médiation à remplir en quelque sorte par l'équivalent de ce que l'anthropologie fait avec la schématisation des pratiques. Là aussi, la schématisation des pratiques, l'anthropologie ne l'a pas inventée, les références à Bourdieu sont nombreuses, ainsi qu'à d'autres qui ont depuis longtemps travaillé sur ces questions de schématisation pratique. Alors j'ai promis qu'en coda, je faisais un petit commentaire sur l'influence de la pluralité sur les productions métasémiotiques.
eh bien, la métasémiotique est une production et une pratique comme une autre, qui est déterminée par le collectif, le type de collectif à l'intérieur duquel elle est conditionnée et produite. Et il ne faut pas s'étonner si la sémiotique narrative et discursive est marquée culturellement. Enfin, si elle n'est pas capable de reconnaître des formes hautement sophistiquées et constructives de la prédation, par exemple. Si elle est surtout capable de reconnaître et de construire les formes sophistiquées et hautement constructives de l'échange. Donc, c'est pas infamant de faire de la sémiotique visuelle déterminée par le naturalisme à l'intérieur du collectif naturaliste, ou bien à l'intérieur du collectif animiste, pour ceux qui sont animistes. Il s'agit simplement de le savoir. Il s'agit de savoir. Donc de savoir qu'il n'y a pas que les objets qui sont déterminés culturellement, mais aussi le discours critique que nous tenons sur eux.